Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais que la dernière fois j'avais parlé que j'allais faire une vidéo sur mes lectures BD, mais manque de temps, j'essaie de me rabattre sur une série TV que j'ai fini tout récemment et qui est sortie récemment d'ailleurs aussi et qui est un phénomène sur Netflix et je me suis dit que c'était une belle occasion d'en faire une vidéo car je l'ai trouvée assez marquante et ça rejoint les BD parce que c'est basé sur un comic book et je parle ici de la série Umbrella Academy qui est une série qui est sortie en février dernier, le 19 février dernier sur Netflix, qui est un comic qui était sorti dans les années 2007-2008, qui porte le même nom et qui à ce jour est toujours une suite de prévues en termes de comics. Pour la série, bien, ils ont déjà annoncé une saison 2 et la BD existe aussi en français chez Delcourt. C'est une des prochaines BD, probablement m'acheter pour la découvrir. Je le recommande aussi. La série Umbrella Academy, ça raconte quoi? Eh bien, l'histoire, c'est, dans le fond, elle raconte l'histoire d'un groupe de héros qui ont des pouvoirs hors du commun, qui sont été adoptés à leur naissance suite à un événement qui est assez étrange que j'en reviens dans quelques instants. Et ensemble, ils vont former la Umbrella Academy. Et suite à la mort de leur père adoptif, ils vont devoir se réunir et résoudre cette enquête-là et dévoiler plusieurs secrets en rapport avec leur famille et leur univers. Donc, c'est vraiment une série super mais pas typique de ce qu'on est habitué de voir comme les Daredevil, Agent of Shield, Arrow. On est vraiment dans un univers assez particulier parce que, dans le fond, la prémisse de base, c'est que, dans le fond, dans les années, je pense, 70 ou 80, à travers le monde, il y a 43 femmes qui vont donner naissance simultanément à des enfants et elles n'étaient pas enceintes à la base, donc c'est un phénomène étrange. Et sur ces 43 enfants-là, il y a un homme riche qui est Sir Hargreave, qui va aller chercher 7 de ces enfants-là et les préparer à devenir des super-héros et à protéger le monde. Donc, il va les ramener chez eux aux États-Unis et dans son luxueux manoir et les élever, les former pour devenir des héros. Et chacun va avoir des habiletés hors normes ils vont être complémentaires dans certains sens, mais en même temps très différents. Et vraiment, ça crée vraiment des situations assez particulières et on va jouer entre le passé et le présent parce qu'il va y avoir beaucoup de flashbacks à chaque épisode pour nous faire comprendre le lien qui s'est créé entre chaque personnage durant leur développement, mais aussi avec leur père adoptif qui est joué par un acteur canadien qui est quand même très connu, voyons, j'ai un blanc, c'est Comfort, je pense, c'est ça. Il est connu au Québec, entre autres, pour Bon Cop, Bad Cop 1 et 2. C'est lui qui fait le policier de l'Ontario. Mais il est très connu aussi dans le Canada anglais. Il fait quelques films américains par-ci par-là intéressants. Je me souviens de l'avoir remarqué dans The Amazing Spider-Man 2. Il y avait un petit rôle dedans. Et de temps en temps, je le vois dans d'autres petits rôles. Ce qui est particulier, c'est qu'il est bilingue, mais c'est pas lui qui double sa propre voix. Il fait sa voix en anglais et il est doublé par un doubleur français. Ça reste que sa voix marche, c'est une petite particularité ici, mais bref, ça tourne, dans le fond, Comfort va être le père adoptif de cette famille-là, et vraiment, lui, je l'ai trouvé particulier, parce que il est à la fois très important mais très secondaire dans l'histoire. J'en reviendrai quand je parlerai un peu plus d'histoire, mais on alterne du point de vue de ses enfants et du sien dans certaines scènes. Et vraiment, il y a beaucoup de mystère autour de son personnage qui n'est pas tellement élucidé dans la première saison, mais qui est laissé sûrement des éléments pour la saison 2. Mais pour son envoi, c'est vraiment bien. Pour revenir au casting de la série, on a aussi Ellen Page, qui est l'actrice principale de la série, autre actrice canadienne, qui, elle joue dans un paquet de productions, entre autres, elle joue dans X-Men 3 et X-Men Day of Future Past, entre autres. Elle faisait la mutante qui peut passer à travers les murs, j'ai oublié c'est quoi son nom déjà, et elle a fait beaucoup d'autres rôles, le film Super, entre autres, qui est un bon film, ou un autre qui est une mère porteuse, je crois, aussi c'est un bon film, et elle joue le numéro 7, parce que cet enfant-là va être numéroté par un numéro, ils vont leur nom aussi, mais ça va alterner entre les deux. Donc elle, c'est Vanya, numéro 7, qui est l'actrice principale. L'acteur principal de la famille, c'est Tom Hopper,
qui joue Luther, qui est le numéro 1, qui est aussi nommé Space Boys, qui est, dans le fond, il y a une résistance, une force surhumaine, c'est ça son pouvoir. On a David Castaneda, qui joue Diego, alias numéro 2, qui est, dans le fond, Sonny Kraken, qui, dans le fond, il a une précision, une agilité hors norme. Il lance des couteaux avec une précision chirurgicale, il est très agile, il sait se battre. On a aussi Emily Raver Lampman, qui est pas vraiment connue, elle dans le casting et dans sa filmographie, j'ai regardé vite fait, qui joue Allison, qui joue numéro 3, qui est Rumeur, qui elle a un pouvoir assez particulier, parce que, dans fond, elle commence une phrase, et en disant j'ai entendu une rumeur, et elle ajoute quelque chose par-dessus ça, et c'est ce qui va arriver. Donc si elle dit mettons j'ai entendu une rumeur que tu vas te briser le bras, et bien tu vas te briser le bras. Elle a un pouvoir comme de persuasion méta un peu elle a un pouvoir assez vraiment quand même assez puissant. On a aussi Robert Sheehan qui joue Klaus, qui je pense un des plus marquants de la série, qui est numéro 4 ou Séance. Qui est, dans le fond, lui, a le pouvoir de parler aux morts. Et ça va être très porté là-dessus tout le long de la série, dans le sens qu'on va le voir souvent interagir avec des morts. Et c'est aussi un personnage qui a une grande personnalité, parce que c'est un toxicomane qui se ferme jamais la gueule, qui ajoute beaucoup d'humour à la série, mais en même temps peut être très gossant. Mais il est vraiment très bon. J'ai adoré la performance de cet acteur-là dans la série, Robert Sheehan. J'ai goût vraiment de le revoir, et il m'a amplement marqué. Puis son personnage qui est du début à la fin vraiment n'importe quoi, mais tellement drôle. Il y a des scènes, c'est très absurde. On a aussi l'autre qui est, je trouve aussi très marquant, qui est joué par Eden Gallagher, qui est numéro 5, qui n'a pas de prénom à ce que je cherche dans la série, qui est dans le fond celui qui est le plus pété, je pense, en termes de pouvoir. Il a le pouvoir de se téléporter. Et au début de la série, on va apprendre que la fois qu'il a disparu, c'est pas un spoiler, dès le premier épisode, il en mentionne, il a disparu. Et c'est parce qu'il a décidé de voyager dans le temps, et on l'a jamais revu. Et donc, c'est ça, il peut se téléporter, et aussi se téléporter dans le temps. Donc, c'est aussi assez pété comme pouvoir. On le voit toujours en... je reviens à l'histoire, mais on le voit toujours en enfant. C'est ce personnage qui a pas vieilli à cause de son pouvoir de se téléporter, tout ça. Et c'est très drôle comme réaction, parce que on voit un enfant, mais il agit comme un adulte, donc il boit, il se bat, il fume, il tue du monde, il est très violent et très vulgaire, mais c'est un simple enfant très jeune, et c'est ce qui fait que son personnage est tellement absurde, mais tellement drôle aussi. C'est vraiment très drôle. Et on a aussi numéro 6, qui est Ben, qui est joué par Justin Ashmine, qui est aussi horreur, que son pouvoir c'est qu'il peut faire sortir des tentacules de son corps, des espèces de pieuvres, et il peut attaquer le monde avec ça. Donc lui aussi est très puissant. Lui aussi il y avait une tournée assez intéressante dans la série. Je vais pas trop spoiler, mais il y a vraiment une intrigue autour de son... Une petite intrigue. Il y a des éléments assez... Autant il est survolé ce personnage-là, autant qu'il y a une intrigue autour de lui qui est assez intrigante. Parce que chaque personnage a un côté sombre, un côté voilé un peu. On en découvre certains éléments à travers la série, mais ça reste quand même survolé pour plusieurs aspects. Et ça, je pense que c'est voulu pour nous donner aussi un peu plus de matière aussi pour la saison 2. Mais ça reste qu'on a assez de matière pour embarquer et être captivé. En tant que méchant, parce que c'est de comics, dans un comic il y a toujours des méchants. Ici, c'est pas typique des comics où tu as un grand méchant ou une série de grands méchants, une ligue de méchants qui affrontent, oui, dans le passé, parce que dans les flashbacks, on les voit évoluer en tant qu'équipe de super-héros. Ils vont affronter certains méchants, certains ennemis, mais dans le présent, vraiment, ça va tourner autour, dans le fond, d'un duo de mercenaires qui est joué par Mary J. Blige, qui joue Cha-Cha, et Cameron Britton, qui joue Hazel, qui sont dans le fond un duo de mercenaires qui ils peuvent voyager dans le temps, ils sont des combattants très aguerris, qui savent autant servir de fusil que d'arts martiaux, et ils vont travailler pour une organisation top secrète qui s'appelle la Commission, et qui dans l'intrigue, eux, dans le fond, contrôlent un peu les événements qui arrivent. Et eux, leur tâche, c'est s'assurer que tout se déroule comme prévu. Ils vont mettre des bâtons dans les roues dans la Umbrella Academy. Et vraiment, sont intéressants parce qu'il y a quand même souvent, c'est pas tout un cas qu'on prend le temps de développer les méchants. Dans ce cas-ci, ce duo-là est quand même très développé. Il y a beaucoup de scènes on se concentre sur eux. On les voit évoluer, on les voit interagir entre eux, on les voit interagir avec d'autres personnages. Au début, c'est assez
flou, assez sombre leurs intérêts, tout ça, mais ça se précise avec le temps, et ça devient vraiment intéressant à les suivre. J'ai particulièrement aimé Hazel, qui est le gars du duo, qui est vraiment un fond intéressant, parce que oui, il est méchant, mais c'est pas, tu sais, il est la preuve que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a des zones grises aussi, et lui en fait partie. Il est toujours tout le temps en questionnement. Il cherche toujours à savoir qu'est-ce qui est mieux à faire. Il est vraiment très intéressant comme personnage. J'ai vraiment aimé son évolution dans la série, ses interactions avec les autres, c'est vraiment bien. C'est pas le tour pour le casting. Faut mentionner aussi que pour la Umbrella Academy, il y a deux autres personnages secondaires qui gravitent autour. On a Pogo, qui est un singe intelligent, qui porte un veston cravate, qui marche avec une canne, tout ça un peu comme dans la planète des singes, qui est comme un peu le valet, le majordome de la Umbrella Academy. Puis on a aussi une servante qui est un robot, que la Umbrella Academy la surnomme Maman, ou qui s'appelle aussi Grace, qui est dans le fond jouée par Jordan Claire Robbins, qui elle aussi est autour de la famille, mais les deux que j'ai nommés sont quand même secondaires, mais apporte certaines intrigues, certains éléments importants à la série pour comprendre le développement de tous les personnages, parce qu'on en suit plusieurs. La Umbrella Academy, ils sont quand même 7. Comment en fait pour évoluer, pour arriver au point qu'ils sont. Ils sont vraiment complémentaires et très utiles. Pour revenir à l'histoire, dans le fond, comme je dis, on suit une famille d'enfants adoptés qui ont des pouvoirs, qui ont été choisis par un riche homme américain. Dans le fond, au début, ils étaient très unis, mais on voit qu'à travers les flashbacks, avec le temps, ils vont finir par aller chacun de leur côté. Ils vivent leurs propres histoires, leurs propres aventures. Et quand la tragédie arrive, parce que c'est la prémisse de base, leur père adoptif est retrouvé mort. Ils se réunissent tous dans leur manoir qui ont grandi pour comprendre ce qui est arrivé, pour aussi retisser des liens. Et vraiment, il y a comme vraiment une transition entre le passé et le présent qui se fait là. Parce qu'autant dans le passé, on les voit très unis, très joyeux, vraiment unis. Ici, vraiment, ils sont divisés, il y a des secrets, il y a des regards noirs, il y en a qui ne veulent pas parler à d'autres, il y en a qui sont exclus de l'équipe. C'est vraiment assez particulier, mais ça ajoute vraiment un développement intéressant. C'est pas une série qui est pas basée sur l'action ou les gros effets spéciaux, mais c'est vraiment sur le développement des personnages, sur les dialogues, sur l'atmosphère qui en dégage. Même la musique est très marquante dans la série. Il y a une scène dans les premiers épisodes à un moment donné qui se mettent tous à danser, et j'ai trouvé ça tellement surprenant et frappant, mais en même temps c'est très révélateur de ce qui s'en dégage de la série. C'est vraiment très, très bon. Le design aussi, c'est autant le manoir que je trouve qu'il y a un design intéressant, autant les décors qu'on voit à l'externe, la ville, et même des scènes qui se déroulent sur la lune, c'est vraiment bien fait. Puis aussi, selon les époques, parce qu'il y a un peu de voyage dans le temps, il y a des beaux décors aussi bien reflétés. Le design, l'esthétique de cette série-là est vraiment incroyable. J'essaie de pas trop révéler des éléments parce que je veux vous laisser quand même découvrir la série. Par contre, moi j'ai adoré la série, mais si je peux mettre un petit bémol, c'est que si on porte attention aux détails, parce qu'il y en a quand même pas mal dès le début de la série, on peut facilement voir arriver la twist finale de la série, qui se déroule principalement dans le dernier épisode, parce que la série a 10 épisodes. Moi, j'ai remarqué dès les premiers épisodes parce qu'il laisse des petits éléments pour nous faire croire, puis il y a beaucoup d'éléments qui poussent dessus. Et je ne veux pas vous en dire tant que ça, mais je l'ai quand même remarqué assez facilement. Mais j'étais pas sûr jusqu'à temps que je le vois à la fin, mais je trouvais ça logique quand je l'ai vu. Mais à part ça, l'intrigue est bonne et surprenante, il y a des belles twists. Il y a des personnages qui font des réactions qu'on s'attend pas. Je parlais tantôt du personnage numéro 4, qui lui qui peut parler aux morts. Il y a des réactions des fois vraiment absurdes. Parce qu'il peut réagir avec les morts, il peut parler avec eux. À un moment donné, il se fait torturer, puis il sort des morts pour déstabiliser ceux qui le torturent. Il va y avoir des scènes assez particulières, des scènes qui sont dures à comprendre. Autant que chacun a leur scène. Rumeur, qui est le numéro 3, qui est une des deux femmes de l'équipe. Elle, c'est elle qui qui souffle le plus, dans la mesure que elle est la plus connue, dans le sens qu'elle est une célébrité, mais elle a perdu la garde de son enfant, elle se sent seule,
Elle a l'impression que sa vie il échappe. Et c'est vraiment bien montré dans la série. Et on voit qu'il a fait un effort son personnage pour essayer de changer au fur et à mesure de la saison avance. J'ai vraiment aimé ça du personnage. C'est une actrice qui est pas très connue, comme j'ai dit à la base, qui est Amy River Lampman. Mais elle m'a quand même beaucoup marqué dans la série. Elle a une belle interaction aussi avec Ellen Page, qui est dans le fond Vanya, numéro 7. Ils ont une belle complicité, vu qu'ils sont les deux seules sœurs. On voit qu'il y a un lien plus fort entre les deux. Pour parler de Ellen Page qui joue Vanya, numéro 7, Ellen Page, c'est une actrice que j'aime beaucoup. J'ai vu dans beaucoup de projets et je trouve que c'est une actrice qui est capable de faire des rôles assez variés, autant plus sérieux que plus comiques. Ici, il y en a beaucoup que j'ai lu des critiques qui ont moins aimé son personnage, du fait qu'elle a pas beaucoup d'émotions, qui est très stoïque. Mais je trouve qu'elle quand même elle a un bon développement. La façon qu'il est traité son personnage, au début, il est très en retrait, puis plus que la série avance, plus qu'on va lui donner de l'importance pour le mettre au même niveau que les autres. Parce que c'est pas évident de gérer 7 personnages de la même famille qui ont tous une histoire, un passé compliqué. Mais elle a un des traitements les plus intéressants dans l'histoire, qui est, à mon sens, très marquant. Vraiment, moi, je trouve que c'est une actrice qui est vraiment bien, qui est rafraîchissante, parce qu'on voit souvent dans les grosses productions de super-héros, on prend des actrices qui sont, comment je pourrais dire ça, très jolies, qui sont, oui, sont belles, mais la plupart du temps, ils savent jouer aussi, mais ça arrive dans certains cas qu'on les prend juste parce qu'ils sont belles. Je prends un exemple, mettons, des films Les 4 Fantastiques. Je parle de la première franchise des 2 premiers films, où qui avait pris Jessica Alba pour jouer la femme invisible. Je dis pas que c'est une mauvaise actrice en soi, parce qu'elle était quand même bonne dans Sin City, mais dans les 4 Fantastiques, on voyait clairement qu'une des raisons qu'elle était là, une des principales raisons qu'elle était là, c'était parce qu'elle était belle, parce que son jeu d'actrice n'était pas très marquant en soi. Elle avait même dit en entrevue qu'elle avait atteint le fond de sa carrière avec ces films-là. Entre autres, il avait dû mettre des larmes par CGI parce qu'elle avait la misère à pleurer. D'une idée. Mais c'est un exemple que je vais donner pour expliquer pourquoi dans ce cas-ci c'est une actrice qui est bien choisie pour son rôle, parce que elle brise les stéréotypes des femmes super-héroïnes qu'on voit dans ce genre de films-là. Elle est très humaine, très normale, elle apparaît très banale en soi, elle est pas habillée sexy non plus, c'est un petit détail, mais quand même, ça reste que c'est une actrice quand même jolie, là, mais je veux dire, c'est pas cet aspect-là qui est mis de l'avant, c'est pas cet aspect-là qui est poussé à chaque fois qu'on la voit, mais vraiment, c'est une des choses qui fait que ce personnage-là est vraiment bien réussi. Pour continuer dans la famille aussi, on a Tom Hopper qui joue Luther, qui lui c'est comme l'homme fort de la famille, qui est comme le leader. C'est un acteur que j'avais déjà vu dans, je pense que c'est Black Sail, entre autres, qui m'avait pas tant marqué dans Black Sail en soi, mais ici c'est un peu plus marquant. Lui aussi, comme les autres, même si lui quand même vécu un traumatisme plus grand que les autres, il y a un gros changement entre le passé et le présent de ce personnage-là, qui fait en sorte que les autres le regardent d'une manière différente. Mais je trouve que c'est lui qu'on pousse le moins dans ses. Même si je comprends que c'est sa licence, sa force, ses pouvoirs, sont pas tellement montrés ses limites en tant que tel de ses capacités. Certains autres sont quand même montrés leurs limites, mais lui, c'est mis de base. Mais dans l'ensemble, il est quand même très marquant. Il y a des bonnes réactions, il y a des moments très touchants de ce personnage-là, parce qu'il a toujours suivi un code moral toute sa vie. Et, dès le début de la série, les événements vont le pousser à revoir sa façon de voir la vie, et c'est vraiment bien montré. Même si des fois il y a des directions qui sont un peu c'est un peu douteux, dans l'ensemble il y a une belle évolution de personnage. Il en reste 2 que je vais mentionner, même si le numéro 6 que je trouve qui est le moins développé de la gang, qui est Horror, dans le fond, celui qui a des tentacules, il est pas oubliable, mais il est pas vraiment important à développer, parce qu'il est pas tant présent dans l'intrigue en soi. Mais numéro 2 qui est Kraken, qui lui lance des couteaux. À part le numéro 6, je pense que c'est lui qui a quand même s'il a quand même eu beaucoup de l'avant, je trouve que c'est pas lui qui attend le plus de développement. Même si on sent de base qu'il a quand même un bon vécu, on voit que s'il se la joue à Spyro encore, il se promène dans les rues pour arrêter les crimes. Il a tout le temps plein de couteaux sur lui, très agressif. Il a une relation amoureuse assez comment je dirais ça, assez mouvementée avec une enquêtrice de police. Et son personnage va être toujours très intense, très impulsif. Mais il n'est pas tant marquant en soi, même si ses capacités sont assez intéressantes, c'est lancer de couteau, tout ça. Je n'ai pas trouvé si marquant
que ça dans la série, même si, bon, il complète bien l'ensemble. Pour le numéro 5, je trouve que c'est un des plus what the fuck de la gang, qui dans le fond joué par Aidan Gallagher, qui dans le fond lui qui peut se téléporter. C'est pas tant une surprise dans la série, mais dans le fond, dès le premier épisode, on considère qu'il a disparu, mais il va toujours être présent dans l'histoire. Ses pouvoirs sont vraiment utilisés d'une bonne manière. Puis comme je dis, son personnage, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plus de 50 ans, mais il est pris dans un corps d'enfant. Donc ça fait que les réactions, comme j'ai mentionné tantôt, assez absurdes. On peut le voir autant boire, fumer, que se battre, que tuer. Il va s'en prendre, il va insulter du monde. Il va avoir une relation, comment je pourrais dire ça, amoureuse assez hors norme. c'est dur à expliquer, mais vous allez comprendre quand vous allez le voir. Mais vraiment, ce personnage, j'ai vraiment beaucoup aimé l'acteur, j'aimerais ça le revoir. On sent qu'ici, c'est vraiment amusé avec ce rôle-là. Parce que c'est pas évident de dire, toi, ben, ton personnage, là, il a 50 ans. C'est genre un acteur de 12 ans, mettons, puis on dit que son personnage a 50 ans. Il faut qu'il agisse comme tel, c'est quelque chose. Mais il réussit très bien dans la série. Dans l'ensemble de la série, ben, c'est très divertissant, c'est très rafraîchissant. L'univers est vraiment unique en son genre. Les personnages qui gravitent autour, j'ai nommé la plupart des plus importants, sont vraiment intéressants à suivre. Il y a un peu de longueur. Si je peux acheter un autre point négatif de la série, il y a un peu de longueur dans la série. Comme je dis, c'est pas poussé sur l'action, donc des fois on a l'impression qu'on va s'attendre à de l'action, mais ce sera pas le cas. Il y en a un peu il y a de l'action, mais je veux dire, c'est pas en continu tous les épisodes à la Daredevil, Punisher ou autres séries comme ça. Il y a des scènes d'action, mais sont mis à certains endroits clés pour ajouter un développement ou changer une situation qui stagne un peu. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment focusé sur le dialogue. Puis c'est vraiment très bon. J'ai pris un peu de temps de l'écouter parce qu'elle est sortie en février. Là, on vient de commencer le mois d'avril. Je regrette un peu, j'aurais voulu l'écouter plus tôt. Mais j'écoutais beaucoup de choses entre temps. Donc j'avais mis un peu de côté. Mais vraiment, c'est une série à voir absolument. J'essaie de voir si j'oublie un élément important à dire sur la série. Ben, petite mention au fait qu'il y a un acteur québécois qui commence sa carrière dans la série. C'est Cameron Brother qui joue la version jeune de Luther, qui est numéro 1. On le voit dans les flashbacks à quelques reprises. Il joue, je pense, dans la moitié des épisodes en flashback. Ça avait été annoncé, je l'avais vu brièvement dans un article de la presse. C'est un acteur du Québec, québécois, franco-canadien, qui est bilingue dans le fond, et qui essaie de décrocher un rôle, petit rôle dans cette série-là, qui, je crois, va l'aider à se faire connaître, même s'il n'est pas tant plus important dans la série. On peut le voir assez longtemps pour voir son niveau de jeu d'acteur, sa façon de jouer, je trouve ça vraiment bien. Sinon, vraiment, dans l'ensemble, c'est à découvrir, je pense que c'est le mot-clé. Si on cherche quelque chose d'original à écouter sur Netflix, puis c'est pas nécessairement pour ceux qui aiment tout ce qui est super-héros, ça se détache vraiment de ce cadre-là, parce qu'on a beaucoup de séries de super-héros, j'en ai nommé Punisher, Daredevil, Agent of S.H.I.E.L.D., Arrow, Flash, Titan, etc. Toutes ces séries-là ont des structures similaires à leur base, mais dans le cas ici, vraiment, on va dans une direction assez unique. On suit une famille, de super-héros qui ont chacun des histoires, des histoires assez particulières, un passé assez particulier, qui ont des pouvoirs qui sont pas si classiques que ça, à part peut-être Luther qui a une force, une résistance surhumaine. Les autres, leurs pouvoirs sont assez originaux et montrés d'une façon assez inventive. Donc c'est du fait que je viens de perdre mon point, excusez-moi. Donc c'est pour ça que je dis que les étages des autres styles de séries de super-héros, c'est du fait que tous ces éléments-là, dans le sens que les personnages originaux, les pouvoirs originaux, l'ambiance, la musique, l'histoire, ça se met vraiment à part et ça s'écoute. On peut l'écouter même comme si c'était pas une série de super-héros, ça peut être juste une série d'action ou de science-fiction, ça peut se prendre de même aussi, parce que l'aspect super-héroïque il est poussé un peu, mais beaucoup plus dans les flashbacks que dans le présent, et c'est quelque chose qui est mis plus de seconde zone. Donc ça peut être facilement oubliable, ce qui en sorte qu'on peut prendre cette série-là à part et non comme une série super-héroïque. Donc ça permet de toucher, je pense, un public plus large. Donc je vous invite chaudement à écouter cette série-là. Je suis déjà en disant une dernière petite chose, j'avais dit que j'allais faire je l'ai dit au début de vidéo, mais je vais le mentionner. Ça devrait être bon pour la prochaine vidéo, ça devrait être une lecture BD. Je sais que ça fait plusieurs fois que je me répète.
Mais ces temps-ci, je restructure ma vie, tout ça. Ça devrait revenir plus solide dans les prochains jours. Mais je suis sur le point de finir mes dernières lectures BD pour pouvoir vous en parler. Entre autres, je vais vous parler de Black Hammer tome 3, que j'avais très hâte de lire, que j'ai aimé beaucoup, que je vais vous reparler. Mais je sais que mes vidéos BD sont très populaires, donc inquiétez-vous pas, ils vont revenir. Donc là-dessus, je vous souhaite de bonnes écoutes et je vous invite chaudement à écouter cette série-là. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager mes vidéos. Et autant à liker mon compte YouTube, mais aussi ma page Facebook qui porte le même nom, de Matt Bellec 2.0. N'hésitez pas à m'écrire si vous me suggérez des BD ou des films ou des séries à écouter. Je suis toujours ouvert aux idées. Je sais qu'on m'a demandé entre autres une critique de la série Caméra Café version québécoise. Je vais probablement le faire. Peut-être pas bientôt, parce que je suis encore en train de réécouter la série pour peut-être la 50e fois de ma vie. C'est la seule série que j'ai fait ça dans ma vie. Mais c'est vraiment un coup de cœur Caméra Café version québécoise, qui est sur mon autre chaîne de Matt Bellec. J'invite à aller voir. J'ai mis les 8 premières saisons à l'actuelle. Mais on me l'a demandé, donc c'est acquis de droit. Ça va arriver bientôt, inquiétez-vous pas. Je vais faire une critique aussi de Caméra Café. Donc là-dessus, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, bye!